Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler de risk management probablement, on va parler de Ripple, on va probablement parler un petit peu de la situation en Syrie assez rapidement. Et puis voilà, on va faire la routine comme d'habitude sur Bitcoin, Ethereum et l'altcoin dominance. Allez, intro. Alors, comme d'habitude, le call to action, c'est-à-dire n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner, éventuellement aller voir tous les liens en description, notamment pour les exchanges Bluefin, BitGet, etc. Vous avez tous les liens en description et tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. La structure sur Bitcoin. Alors, on va passer directement sur le 1 heure. Hier, j'avais dit qu'on avait un joli point de rejet sur le 1 heure qui était ici. Je l'ai effacé depuis, mais il était par là. En gros, vous voyez, c'était le point de rejet 1 heure. Eh bien, on l'a transpercé pour aller s'échouer sur le 1 heure supérieur. Cool, très bien. Maintenant, il y a plusieurs questions qui se posent. Du coup, déjà, bon, on voit très bien le petit momentum du moment. C'est-à-dire que on est désormais sur cette pente-là. Si cette pente est perdue, des bonnes chances d'aller sur le 15 minutes inférieur qui se trouve ici. Je l'ai mis en 15, on aurait pu le mettre en 1 heure aussi, hein, mais j'ai trouvé que c'était intéressant de l'avoir en 15, parce qu'il est, pertinent en 15 minutes. Et par contre, cassure de la distribution qui est ici, bah, vous connaissez la musique, ça veut dire probablement à minima retourner sur le 1 heure. Ça c'est pour l'intraday. Ce qu'on peut dire également, c'est que il y a un scénario, moi, que je verrais bien éventuellement se mettre en place. On va voir si ça colle avec la liquidité, mais c'est plus ou moins le cas, hein, spoiler alerte. C'est que ici, vous avez une ligne de coup avec une figure ici en épaule, tête-épaule. Alors, pas celle-ci, excusez-moi. On serait plutôt sur quelque chose qui éventuellement pourrait nous dessiner effectivement une épaule droite ou gauche, je sais plus quand c'est inversé, c'est un peu compliqué, venir échouer ici sur le 15 minutes qui est en bas. Cette vallée, je le rappelle, est censée protéger tout, le mouvement, la tendance haussière, hein, d'une certaine manière. Ça voudrait dire perdre le momentum, mais ça pourrait nous donner une très jolie figure de retournement. Target de cette figure, 107 000, donc ça voudrait dire passer au travers assez facilement de la zone des 100 000. Est-ce que ça peut se faire ce week-end? Je ne pense pas. On est en week-end de Thanksgiving. Maintenant, on a expliqué hier déjà pas mal de choses par rapport à Thanksgiving. Donc voilà, on va pas refaire la redite ici. La bonne nouvelle, bah, c'est qu'on arrive à percer au travers ici de l'élargissement, hein, finalement, dans lequel on était, qui est pas très propre, mais il est là. Et puis, ça, c'est plutôt une bonne chose. Et également, on pourrait revenir éventuellement tester l'élargissement par ici, par exemple, revenir effectivement sur ce niveau. On va voir s'il y a de la liquidité autour des 95, et puis derrière, faire effectivement la cassure. Ça serait un bon scénario, je trouve, qui allie pas mal la structure, ce qui se passe, etc. Maintenant, attention à ne pas dessiner une figure chartiste avant même qu'elle n'arrive, d'accord? On est d'accord là-dessus. On est dans des scénarios, on est dans, tiens, qu'est-ce que je fais si ça va là? Qu'est-ce que je fais si ça va là? En tout cas, le rejet 1 heure sur ce niveau-là est extrêmement beau, extrêmement précis. Et pour le coup, on vient même pas faire un bisou aux 15 minutes supérieures. Mais la zone de rejet ici est extrêmement valide. En revanche, si ça passait au travers, ça passait crème. Et là, pour le coup, on pouvait taper 103 sans trop de problèmes. Donc voilà un peu l'idée pour le moment de ce que nous dit la structure. Spoiler alerte également, et c'est pour ça que désormais je trouve que ce scénario a du sens de faire une correction autour de 95. Quand je prends finalement qu'est-ce qui s'est passé en volume sur toute cette montée-là, bon, vous avez cette correction, je le répète, une vallée protège le mouvement, mais on a un joli point de contrôle ici, donc là où il y a eu le plus de volume, hein, dans toute cette montée finalement, et ça se trouve quelque part autour de 95,5, donc peut-être une petite entrée entre 95,5 et 95 pour éventuellement une continuation du mouvement. Si on l'a pas, on l'a pas. Si on l'a, c'est tant mieux, ok. Et si on passe au travers, bien sûr, risk management, du coup, taille de position, etc., etc. Vous connaissez la musique. On passe directement sur Ether BTC. Jolie appréciation sur Ether BTC, on tient à peu près le momentum du moment, tout cela avait l'air plutôt correctif, donc du coup, eh bien, on vient de le casser. Sur Ether Bitcoin, bon, ici, à Roger, il devrait se faire plutôt par là, d'accord, autour des 0,40, c'était la target, hein, plus ou moins de cette figure de retournement là, épaule tête épaule inversée, bim, on casse, on reteste même, et éventuellement, on vient chercher la target. On respecte la tendance supérieure, et on laisse un runner. L'idée ici, c'est, comment dire, enfin, je suis pas rentré sur Ether contre Bitcoin particulièrement,
forcément, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une tendance de fond qui est baissière, donc là on prend du profit, et puis si ça passe au travers, on laisse courir un petit peu de gain. Ether à 3700, est-ce qu'on peut dire qu'on est sorti de cette espèce d'élargissement? Je pense que oui, hein, on peut le dire. On a pété le 4 heures ici, c'était un peu notre critère d'aide à la décision. Enfin, je pense qu'on l'a pété en tout cas. Oui, on l'a pété. Oui. On a pété le 4 heures qui était là, donc celui-là, on peut l'enlever. Voilà, c'est très propre également hein, sur Ether. Des très beaux afflux ETF, on va en parler tout à l'heure également. On avait une zone de rejet qui était par là. Là, pour le coup, on est passé au travers. Prochaine zone de rejet, bon, bah, vous voyez qu'elle se trouve plutôt autour de 3009. Voilà, hein, sur Ethereum, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Si Ether venait à nous faire une belle correction, encore une fois, la zone sous les 3000, c'est parfait pour éventuellement corriger, repartir. Pour le moment, il corrige pas. Il a cassé 2 distributions, mais ça, je pense qu'on en a déjà parlé. 2 distributions, celle-ci et celle-ci. Il est venu parfaitement chercher son point pivot sur la zone des 3005, donc c'est extrêmement propre. Toujours pareil, c'était une zone de prise de profit. Ici, on l'a fait. Derrière, eh bien, on laisse un runner courir. Attention à Ether. Comment dire? Il y a une petite zone de rejet là, hein, sur une trend. Maintenant, on a l'impression qu'il se porte pas mal. Il nous a fait une jolie correction sous trend. Je parle ici de cette petite correction-là. Il donne l'impression de vouloir passer au travers. Donc c'est tant mieux. On va peut-être pouvoir aller chercher nos runners sur la zone des 4005 en ce qui me concerne. Et pourquoi pas 7000, le méga runner pourrait aller jusqu'à 7000, hein, donc on pourrait doubler la valeur d'Ether. Je ne dis pas que ça sera le cas, mais je dis que c'est là où éventuellement on éteindra ce trade, on mettra le capuchon sur la bougie. L'altcoin dominance, eh bien, je ne suis pas du tout sur la bonne charte. Voilà, on y est. Le momentum a très bien tenu. L'accélération du momentum, je dirais même, a très bien tenu. C'est-à-dire, j'ai un momentum initial qui est comme ça, et derrière, j'accélère. Donc, on est peut-être dans une banane, d'accord? Une altcoin season. À ce stade, est-ce qu'on peut dire c'est l'altcoin season des familles ou pas? Eh ben, on est sur un endroit intéressant. J'en ai beaucoup parlé hein, sur la chaîne, donc c'est un peu redondant, je m'en excuse. Maintenant, 24% de dominance, on est là. Soit on fait effectivement le retournement weekly de toute cette structure, c'est-à-dire qu'effectivement là, vous aurez une altcoin season des familles, et soit on est juste tout simplement sur un endroit où ça peut rejeter. On va voir comment ça se passe, mais en tout cas, je dirais que sur les altcoins, on a une poussée qui est très propre, on a un momentum qui accélère. Pour le moment, il n'y a pas de raison, sauf si on perd le momentum, que ça soit plus symptomatique que ça. Vous voyez la zone de rejet daily, on y est parfaitement, 24%. Est-ce que ça veut dire que si on passe au travers, on passe au travers? Pour moi, si on continue à faire une banane, on peut très bien ici envoyer les altcoins sur des niveaux un peu plus stratosphériques. Maintenant, encore une fois, et dans la partie de trade court terme, voilà, je trouve que c'est déjà pas mal ce qu'on a eu, hein, d'accord? Donc on va pas se plaindre. Si on arrive à péter ce range, et vous comprenez qu'on a déjà pété celui-là, hein, le petit qui était en bas, si on arrive à péter ce range, là où auparavant on avait rejeté, eh bien à ce moment-là, c'est du up only pour toutes les altcoins. Sous-entendu, vous prenez un singe, vous lui donnez une paire de fléchettes avec tous les noms des altcoins sur une cible, et puis vous pourrez long comme un bâtard tout ce qui se passe, et puis ça se passera bien. Est-ce qu'on peut estimer, parce qu'il y avait le risque ici, que ça soit correctif, ça soit impulsif, et qu'on ait une nouvelle impulsion suite à un retest de la correction, d'accord? C'est-à-dire ceci, et puis ensuite ça en va vers les 12%. Est-ce qu'on peut estimer qu'on enlève totalement ce scénario? Pour moi, pas encore, hein, sincèrement. On est sur des doubles retests, etc. Donc en soi, il y avait vraiment un truc à prendre pour aller chercher le retest. Il y avait ici un joli support sur la dominance. Est-ce que ça veut dire pour autant que, justement, on est dans une altcoin des familles, on va dire quelque chose de séculaire? Oui, on l'enfonce un petit peu là. Je voudrais que ça continue. Personnellement, je voudrais casser 24 déjà, voir un petit peu comment ça se passe, et puis éventuellement, pour le coup, comme je vous dis, plutôt axé du trading sur des altcoins, et encore une fois, en demandant à un singe de lancer des fléchettes, il n'y aura vraiment pas besoin d'être très intelligent pour gagner de l'argent si jamais on y va. Cela dit, sous le niveau précédent,
Jolie correction. Si jamais je dois dire que ça doit continuer, vous voyez ici que c'est très propre, l'accélération du momentum, etc. Toutes ces choses-là. Ici, correction, impulsion, 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 correction, impulsion. La question, est-ce qu'on peut faire un mouvement mesuré, c'est-à-dire une AB égale CD, je prends la dernière impulsion et je la reporte en bas de la correction pour me dire que effectivement on va venir chercher 24%. C'est plutôt des choses, je dirais, qu'on ferait sur des paires, hein, donc typiquement Bitcoin contre le dollar, etc. Sur de la dominance, ça paraît peut-être un petit peu plus hasardeux, mais en soi, admettons, on serait, si c'est un flag ou ce genre de choses, un mouvement mesuré nous emmènerait à peu près au 25, donc on irait jouer avec les niveaux de rejet potentiellement monthly. Voilà pour l'analyse technique. On fera un peu plus d'analyse technique. On va notamment aller voir Ripple, qui fonctionne très très bien en ce moment. Et on parlera aussi, bien sûr, de risk management. On reviendra sur Bitcoin en fin de vidéo pour finalement, une fois qu'on aura regardé le fondamental et tout ce qui est tout simplement liquidité, pardon, et du coup, on fera le point là-dessus pour s'appuyer sur les 3 piliers d'une analyse de marché, à savoir sentiment, sentiment, sentiment. Donc, pour le coup, analyse fondamentale, analyse technique et analyse de liquidité, donc de sentiment. Les news. Alors, on a Poutine qui considère et qui signe un amendement qui dit que les actifs numériques sont des propriétés, etc. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ici, cette pétition pour établir en France une réserve nationale stratégique de Bitcoin. Allez la signer, je trouve que c'est une très bonne initiative. Ici, c'est plutôt du politique, donc ça concerne pas trop les vidéos. Situation en Syrie, je sais pas si on va faire le point ici, mais globalement, c'est quand même pas trop mal la merde en Syrie. Allez voir ce tweet si ça vous intéresse. Comment expliquer ça? Personnellement, oui, j'ai changé les trucs sur le son, dites-moi si c'est mieux. Théoriquement, ça devrait être beaucoup plus fort, parce que j'ai mis un compresseur du Seigneur. Donc dites-moi si c'est mieux en commentaire, parce que ça m'intéresse de savoir. Je regarde pas mes vidéos nécessairement, mais en gros, si ça craque, si c'est pas bien, ou si c'est bien, ou si voilà, s'il y a un niveau qui est constant. J'essaye de chercher un niveau constant, et le micro, il est là. Moi, chez moi, il est pas dans le champ, c'est-à-dire que je compresse comme un porc, donc ça peut parfois... il y a des petits ajustements à faire. Je mets en pause une petite seconde. Hop, excusez-moi pour la coupure. Du coup, c'était un coup de téléphone pour ma femme. Je suis le secrétaire de ma femme, en fait. Ma femme fait tout ce qui est relations publiques. Je suis plutôt un ours, moi, personnellement. Je suis pas vraiment le mec à me faire des amis. Et moi, je suis son secrétaire. On fonctionne très bien comme ça, puisqu'elle est tout le temps au téléphone. Donc du coup, les gens m'appellent en fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, au même titre que moi je suis le ministre des Affaires étrangères, je m'occupe de tout ce qui se passe à l'extérieur et ma femme est plutôt ministre de l'Intérieur. Et voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, la Syrie c'est quand même pas mal le bordel et on y voit une confrontation Turquie-Russie qui est relativement intéressante en ce moment. Donc du coup, voilà, allez suivre un peu tout ça. J'ai toujours eu comme idée que si il devait y avoir une 3e guerre mondiale, elle partirait du Moyen-Orient, du Bosphore, de tous ces endroits, de là où elle est quasiment presque partie à chaque fois, en tout cas en partie. Il y a des enjeux dans cette zone-là qui sont relativement énormes. Donc voilà, l'idée c'est n'hésitez pas à suivre ça. Scénario 1 heure, ici, on en a déjà parlé. Scénario edit, scénario 1 heure. N'hésitez pas à aller me suivre, sur lequel je poste pas mal de choses sur X, donc, et notamment des analyses. Ici, on ferme un runner. Je parle ici pas mal de tout ce qui est risk management. On vous affiche ici des pourcentages qui sont relativement hallucinants. Ce sont des reliquats de position, d'accord? On est bien d'accord. N'essayez pas de vous foutre en levier 50 avec la totalité de votre capital de trading. Par exemple, c'est complètement con. Le levier est un outil. Utilisez les bons outils pour les bonnes choses. Le levier, c'est quoi? C'est un crédit. Donc ça veut dire que moi, personnellement, qu'est-ce que me permet le levier? Ça me permet tout simplement de ne pas laisser traîner 100, 200 000 euros d'USDT sur un exchange. D'accord, on est complètement d'accord. Ici, j'emprunte à l'exchange, ça me coûte un petit peu, mais au moins, je me sors du risque. D'aller éventuellement que l'exchange ferme et que je perds tout simplement mon capital. Donc, première chose, faites attention quand vous voyez ce type de pourcentage. Ça, c'est mon côté un petit peu papa. Soyez cohérent.
Soyez cohérent dans vos tailles de position aussi, quand vous ouvrez un levier bien sûr. Ici on parle de tailles de position ouvertes qui sont de l'ordre de 0,5, 1%, 2% de mon capital de trading, de ce que j'ai pour trader, de ce que je considère avoir pour trader ad vitam aeternam, d'accord. Et puis laissez courir des runners, c'est ce que je vous explique depuis super longtemps, c'est ce que j'explique sur la chaîne depuis vraiment un bon petit moment. Laissez courir vos gains, même une infime partie, parce que ce genre de petite position que j'ai fermé hier du coup, depuis 55 000, vous laissez courir un petit truc, et puis derrière, ça vous expose pas à des grosses pertes, puisque ça reste un reliquat de position, et puis en plus, derrière, c'est ça qui fait vraiment la différence. Donc voilà, c'était le côté un petit peu risk management. On va revenir dessus en parlant de Ripple également. Alors intéressant, les afflux ETF, je pense que c'est pas ceux d'hier, Farside les a postés ce matin, mais à mon avis c'est ceux d'avant-hier, parce que pour moi hier on était fermé à Wall Street, c'est Thanksgiving, mais je suis peut-être pas sûr que ça soit le cas, donc excusez-moi du coup si c'est un peu confus, mais en soi pour moi c'est peut-être ceux d'avant-hier, ils ont mis le 29 là, donc c'était hier pour à voir, à vérifier. En tout cas ce qu'on voit c'est que les afflux sur Ethereum, 332 millions, sont plus importants que les afflux sur Bitcoin, donc ça c'est une passe relativement intéressante, je pense que c'est la première fois que ça arrive. En tout cas, Ethereum qui va dans le cœur des institutionnels dernièrement. Est-ce qu'il peut y avoir un supply squeeze, comment dire, un choc de supply, c'est-à-dire pas d'offres disponibles sur les exchanges en ce qui concerne Ethereum, et à l'inverse, une demande institutionnelle très forte. Bon, dans la structure d'Ethereum, Ethereum, je pense, est repassé déflationniste dernièrement. Il faudra regarder sur Ultrasound Money. Supply change plus 9000. Comment on fait déjà? Ça fait un petit moment que j'ai pas regardé. Time frame, ça. C'est ce qu'on veut voir. Voilà. Moins 0,032. Oui, on est très légèrement déflationniste. Vous voyez que la déflation s'est un peu baissée suite à la baisse des frais. Il y avait un peu moins de transactions. Vous voyez ici les blobs, tout le système un peu d'Ethereum, tout ce qui commence à finalement plutôt bien fonctionner. Voilà, par rapport à ça, si on simule le Proof of Work, on serait à plus 3% par an, donc depuis The Merge, Ether est déflationniste, je le rappelle. Dans le cœur des institutionnels, Ethereum peut avoir une partie d'intérêt au sens où, par rapport à Bitcoin, il y a une possibilité de se faire rémunérer du yield déjà. C'est-à-dire que quand vous en avez plus de 32, vous pouvez tout simplement le mettre en proof of stake. Donc ça c'est intéressant pour les institutionnels, c'est un petit premium en plus à prendre. La supply est déflationniste et Ethereum est plutôt propre en termes de consommation d'électricité, toutes ces choses-là depuis The Merge. Maintenant, on va voir comment ça continue cette histoire. On a des trades également sur Ethereum qui fonctionnent extrêmement bien. Ok, donc voilà, intéressant de voir en tout cas les institutionnels commencer à vraiment s'y intéresser. Dommage qu'on n'ait pas pu faire dans les ETF l'intégration du Proof of Stake, c'est-à-dire que l'ETF, non seulement vous en mettez, mais en plus les Ethers sont stackés et ça vous rapporte un petit yield. On a quand même beaucoup de monde sur le stacking Ethereum et ça devient quand même aussi de moins en moins intéressant. S'il y avait plus de monde, s'il y avait plus d'institutionnels à coups de millions, etc., vous comprenez que le mécanisme, c'est que au plus j'ai de l'Ethereum en Proof of Stake, au moins ça va rémunérer du monde, d'accord? C'est plutôt bien fait également. Et on veut pas trop que ça soit centralisé, le Proof of Stake également. Bon, voilà. Position sur XRP, même chose, ça c'est 0,5% de mon capital de trading. J'ai pas encore pris de profit là-dessus, mais donc du coup évidemment c'est cool, d'accord, il n'y a pas de souci, mais c'est un 10x, il a fait plus de 1000%, et ça reste une zone pour moi sur Ether qui est intéressante pour prendre du profit. Pourquoi ça? Je m'explique. Alors vous avez ici Ether USDT, personnellement je voulais laisser courir ce trade jusqu'à la zone des 3 $. C'est peut-être ce que je vais faire, mais on commence à vraiment toucher des zones de profit. Je m'explique. Alors, Ether, j'ai dit Ether, je ne sais plus. Bon, Ripple, il nous fait en permanence des triangles, d'accord? Et là, on commence en 2013-2014. Il nous fait en permanence des triangles, comme ça, d'accord? Si je fais un mesure de move, c'est-à-dire que je fais la même chose en pourcentage que ce que j'ai mis là, ça nous foutrait un Ripple...
je sais pas, dans la zone des 300, 400 dollars. C'est impossible, d'accord? Il faut à un moment donné rester cohérent. Ça veut pas dire qu'on va pas laisser éventuellement, je parle pas du trade là ici, mais plutôt de l'investissement. Moi, en ce qui me concerne, il y a un moment où j'ai dit, bon, je mets 5% de mon capital sur Ripple. Désormais, ça représente 15%, parce que je suis rentré sur les 0,5. On est, ouais, c'est ça, quelque chose comme ça. Même un peu plus. Déjà, on a une belle zone de rejet, ici, pour moi, qui veut dire que ce sera pas forcément facile de passer au travers comme ça tout de suite. Dans un deuxième sens, pensez que Ripple peut aller à 400 dollars. En termes de market cap, il faut comprendre que ne serait-ce que si Ripple va à 15 dollars, je crois que c'est la moitié de la supply de Bitcoin actuellement. Est-ce que Ripple, c'est la révolution? Peut-être. C'est-à-dire que, bon, ils ont gagné leur procès, c'est un fleuron américain de la crypto, on va dire ça comme ça, dans un contexte où Trump va plutôt privilégier les Coinbase et compagnie, les fleurons américains de l'histoire. Donc oui, c'est un asset qui est extrêmement intéressant. Adopté par les banques, on a vu la BOFA, on a vu beaucoup de banques japonaises, monnaie interbancaire, stablecoin qui sort le 4 décembre, qui pourrait attirer pas mal de capitaux. Stablecoin avec un côté vertueux pour Ripple, c'est-à-dire que au plus ce stablecoin sera échangé, au plus Ripple va monter, puisque c'est sur Ripple que se font les frais de transaction. XRP Ledger qui amène la possibilité de faire du RWA, donc du Real World Asset. Se dire qu'il va à 400 dollars, par contre, voilà. Pour moi, c'est quand même des. On parle de market cap ici qui sont complètement délirantes si jamais il y allait. Donc il faut rester cohérent. En ce qui concerne le trade, le moyen terme, etc., il est peut-être temps ici de se dire entre 2 et 3 dollars, je prends une petite partie de profit parce que c'est des choses à faire. Là, en l'occurrence, on peut sortir sa position. On peut dire, voilà, imaginons, j'avais investi X sur Ripple, désormais je vais rouler sur du gratuit, c'est-à-dire je vais me rembourser ma position initiale. Moi, en ce qui me concerne, il a quasiment fait x4, donc ça correspondra à sortir 25% de ma position. Et puis après, je peux essayer d'aller viser du 15 dollars, des choses comme ça. Mais entre 2 et 3 dollars, ici, on est quand même sur une zone de rejet potentiel. Rien ne nous dit qu'il va nous faire ce qu'on appelle un measured move. Measured move, j'entends répliquer ça à la base de ça, d'accord? Voilà un peu l'idée. L'idée, encore une fois, et on parle beaucoup de risk management ici, ne tombez pas amoureux de vos positions, ne tombez pas amoureux de vos coins, protégez-vous en permanence. L'idée ici, c'est de dire, bon, j'ai fait un joli x4, je suis rentré il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, Ripple, je l'ai pas touché avant qu'on soit sur ces zones-là, d'accord? La cassure s'est bien passée, on est sur une zone potentielle de rejet, ça me paraît pas déconnant pour ceux qui sont rentrés en tout cas à 0,50 de se dire bon ok ça a poussé fort là, je suis sur une zone sur la charte où en général ça a refusé, donc pourquoi ne pas me dire que effectivement il est temps de prendre un petit peu de profit, d'accord? Ripple à 15 dollars, moi j'y crois, hein, attention, il n'y a pas de souci avec ça. Je crois au Bitcoin à 1 million, je crois à toutes ces choses. Enfin, sans ça, vous pouvez pas tenir en crypto. Si vous n'avez pas ces convictions profondes, vous ne pouvez pas tenir en crypto. Donc, mais après, il y a des choses où, à un moment donné, il faut quand même rester rationnel avec ce qu'on fait, avec ce qu'on veut faire, avec voilà, ce qu'on joue, etc. 2045 abonnés sur Twitter, n'hésitez pas à aller vous abonner ici aussi. J'ai un peu laissé le Discord de côté dernièrement, mais je poste de plus en plus sur Twitter, notamment des analyses. On passe ici, rien d'intéressant de ce côté-là. On passe sur Hyperliquid. Encore une fois, c'est le boulot de certaines personnes de farmer. Personnellement, c'est pas du tout mon délire, mais ici, en tout cas, ce qu'on peut dire sur Hyperliquid, c'est que l'airdrop s'est hyper bien passé. Il y a énormément de supply qui a été donné dans l'airdrop, et ça peut lancer une mode, c'est-à-dire qu'avant, on vous filait 1% de l'ICO et vous vous démerdiez avec ça. Et là, en l'occurrence, il y a eu tellement de game changers, ça leur a fait de la pub aussi d'avoir fait un très bel airdrop comme ça. Et donc, du coup, il y a des gens dont ça a littéralement changé la vie, d'accord? Et ça peut lancer une mode de jolis airdrops où on donne effectivement 28-30% de la supply aux gens qui ont tout simplement fait le boulot. Ici, on passe, on vient d'en parler. Hein. Ici, S&P
Est-ce qu'on parle de Barnier? Est-ce qu'on parle de la France? J'en ai parlé hier, déjà un peu. Voilà, pour moi, le CAC 40 est dans des jolies zones, je trouve. Maintenant, si le budget passe pas, bien évidemment, c'est un risque à prendre. Si vous prenez ce risque-là, et ben du coup, c'est double or nothing, hein, d'une certaine manière. Donc voilà, sur la France, voilà mon avis. Dow Jones, record in short session, S&P, bon, on s'en fout aussi, hein, on va passer là-dessus. On va passer également là-dessus. Donc du coup, pas trop de fondamental en ce moment. Les news, c'est Thanksgiving. Donc du coup, pas grand-chose à dire non plus. Et en plus, on est samedi, tout simplement. Les liquidations, excusez-moi, c'est laborieux ce matin. Alors Coinbase déjà dans le ranking pour finir sur le fondamental, 69e, on était 66e hier, donc pas énormément de retail qui ont téléchargé Coinbase dernièrement. Liquidation, liquidité, 285 millions de dollars, 173 en short contre 112 en long, donc on a liquidé plutôt du short dernièrement. On voit ici que la map est plutôt rouge. Bitcoin plus Ethereum égale 115, c'est un peu moins de la moitié, donc il y a eu du move un peu sur les alts. Les gens se sont un peu excités sur les alts. Carnet d'ordre, il n'y a pas grand chose à dire de plus. On n'a pas énormément d'ordres qui se sont faxés ici sur la montée, donc attention, ça peut corriger assez fort. Il n'y a pas de demande au spot outre mesure. Il y a un petit mur de vente ici, mais rien d'insurmontable autour des 100 000 dollars. Je pense pas que ça ait augmenté plus que ça. À peu près 1500 bitcoins, hein, on avait fait le compte hier à la vente sur la zone des 100 000. J'ai regardé les autres exchanges, c'est pas incroyable non plus, d'accord, là on est sur Binance, mais c'est pas incroyable sur les autres exchanges. Les marchés en levier, on a pris ce point-là en short, entre ce que nous dit le funding, donc là on avait un peu de long, on l'avait dit, ici j'ai un prix qui augmente, un funding qui diminue, en tout cas au moins jusque là, donc on a encore du short au-dessus de la structure ici. Et derrière, j'ai l'inverse, c'est-à-dire un prix qui descend, un funding qui augmente, donc ça veut dire que j'ai un petit peu de long sous la structure, d'accord, divergence, funding et prix. Normalement, on devrait liquider du short, et là, on ne le fait pas, donc le funding devrait augmenter. Mécaniquement, là, on ne le fait pas. Et derrière, ça reprend une vie normale, on va dire ça comme ça. Donc voilà pour les nouveaux points éventuellement à venir chercher en funding. En ce qui concerne la liquidité, bon bah c'est ce que j'ai un peu expliqué, il y a une petite poche de liquidité ici, légèrement sous 95. Est-ce qu'on va aller la chercher ou pas? Je ne sais pas. Pour le moment, on est plutôt en train de traiter la poche de liquidité intermédiaire qui est fabuleusement traitée. Et vous le voyez, effectivement, on rajoute un petit peu de short au-dessus de la structure, ce faisant. D'accord? Donc c'est vraiment les deux points que je vous ai mis. C'est redondant un peu comme analyse, mais iBlock marche très bien pour ça et c'est pour ça qu'on l'utilise. Ici, très belle poche de liquidité en weekly autour des 100 000 dollars et petite poche de liquidité intermédiaire autour des 95 et il y a du monde sous les 90, d'accord? Donc en soi, rejeter sur 100 000, avoir un nouveau rejet sur 100 000, c'est pourquoi pas retourner à 90, je n'enlève pas ce scénario du scope. Ça voudrait dire nettoyer la weekly. Maintenant, on a quand même des chances, vous le voyez ici, de venir prendre cette petite poche. Tous ceux qui ont accumulé du long sur toute cette zone sont en train de vendre cette zone. Vous avez besoin de liquidation pour vendre si vous êtes une institution. Vous avez besoin de gros ordres, vous avez besoin de poches de liquidité pour venir acheter et vendre des sommes incommensurables en termes de contrats. Ether, pour le coup, ça se bouscule pas sur le short, hein, en tout cas je trouve, en tout cas sur iBlock, c'est pas ouf, mais bon, Ether, il a un bon momentum au spot, hein, en fait, en ce moment. Derrière, attention sur Ethereum, il vient de traiter totalement tout ce qui se passait en liquidité au-dessus. 3004 est la poche de liquidité sur Ethereum en bas. Et on a un petit peu de short quand même, très légèrement au-dessus de la structure. On a regardé hier, je crois, là, 3 mois sur Ether, donc on va pas être redondant. On revient sur le prix et on fait la conclusion de cette vidéo. Alors, il y a plusieurs scénarios ici, bien sûr, hein, comme d'habitude. On va élaborer un scénario privilégié, mais en soi... Bon, vous les connaissez, les scénarios, hein, c'est toujours un peu la même chose. Soit ça se balade en crabe, soit ça monte, soit ça baisse, d'accord? Mais globalement, j'aime bien cette idée de revenir revisiter le POC ici à 95 éventuellement, et à minima de revenir attaquer ça, et pourquoi pas passer au travers. Je l'aime bien, parce que le momentum se tient, je trouve, hein, sur cette montée-là.
Il existe des risques de passer sous 90, on en a déjà parlé. Ici, on l'avait dit aussi, impulsion, correction. Est-ce que je fais un measured move pour le coup? Est-ce que je fais une AB égale CD? Est-ce que j'ai une nouvelle impulsion à la suite de cette correction? Peut-être. Si jamais ça doit être le cas, où est-ce que ça doit se faire? Pour moi, sur le POC et sur le POC de la montée, et pourquoi pas sur ce niveau 15 minutes là. C'est-à-dire... Là, je suis venu vendre un peu dans cette zone, d'accord. Derrière, je me balade, je viens racheter un peu cette zone-là, et pourquoi pas, comme il y a du POC, hein, ici, vous voyez qu'il y a eu du volume, ça c'est le POC, d'accord, je vous l'ai montré en début de vidéo. Ici, bon, je viens un peu vendre dans cette zone, et je recharge à l'endroit où j'étais rentré, je viens défendre également ma position initiale, et pourquoi pas, là, il n'y a plus trop de vente qui se met en place, et là, je redégage vers le haut. C'est comme ça que se crée une épaule, tête-épaule inversée, d'accord. C'est-à-dire que c'est une zone de vente, ici, c'est une zone de rejet, il a très bien rejeté, et là, pour le coup, on pourrait faire ça. Donc ça, c'est un scénario que j'aime bien. Et alors ça peut tenir le momentum et ça peut dégager en haut ici, aucun problème non plus. Ça semble assez correctif, donc pourquoi pas. Maintenant, dans ce cas-là, on n'aura pas le trade, mais j'ai pas mal envie d'ouvrir ici entre 95 et 95,5. C'est notamment également une des raisons qui m'a poussé à fermer le petit runner qu'on avait sur BitGet. Maintenant, si c'est pas le cas, je reste dans l'idée, c'est pour ça que je vais laisser mes ordres d'un retour sur ce 15 minutes là, donc sous 90, d'accord ? Voilà les deux scénarios personnellement sur lesquels moi je jouerais du long. Bravo à ceux qui ont pris le short sur cette zone, c'était pas évident, ça fait un moment qu'on vient toquer à la porte. Je parle en intraday ici, hein, puisque en soi ça reste de l'intraday cette correction là. Intraday donc dans la journée, hein, des trades dans la journée. C'était pas évident, on vient taper à la porte ici des 100K à chaque fois, etc. Et d'avoir les burnes, tout simplement d'ouvrir une position sur des endroits dans lesquels on sait qu'il y a énormément de liquidité au-dessus. Je dis, good game. Maintenant, on descend ici sur le 5. Donc voilà, le scénario privilégié pour moi, il y en a deux. Et ça serait soit correction sous 90, soit... donc c'est là les endroits où j'ai envie d'ouvrir. Ici, ça sera plutôt un trade de position, un trade que je tiendrai pendant assez longtemps pour aller chercher 115-120. Ici, ça sera dans une time frame un peu plus petite, c'est-à-dire qu'ici, je vais juste venir chercher la continuation à 103, par exemple, si j'ouvre à 95, d'accord, ici, je viens juste chercher la poche de liquidité qui est là, parce que je m'appuie sur une structure haussière, certes, alors je l'aurais peut-être pas ce trade, il n'y a aucun problème avec ça, mais je m'appuie sur une structure haussière, etc., et puis on joue ici une UT qui est celle-ci, d'accord, la continuation de ça. À partir du moment où je joue la continuation de ça, je ne dois pas insulter ce qui se passe, quelque part, ce qui se passe un peu là-dedans, d'accord. Voilà, enfin, en tout cas, c'est mon avis. Vous faites comme vous voulez, encore une fois, c'est pas à moi de vous expliquer ce que vous devez faire avec votre argent. Mais, voilà, ici, voilà, c'est une entrée très pro pour un trade de position. Là, ça l'est beaucoup moins, d'accord, on est d'accord. Voilà, et possibilité qu'on casse tout de suite, on tient le momentum, on casse tout de suite, pourquoi pas. Ça, c'est pas ma cam, c'est-à-dire que là, je rentre pas, moi, sur ce type de choses. Pour le moment, ce qu'on voit, et là, je suis en 15, mais on va aller sur le 5, d'accord. Quand on regarde un peu la structure, et où, en fait, moi, quand je regarde la structure, je regarde où est-ce qu'est l'impulsivité du truc, d'accord. Ici, je vois une impulsion, une correction, qui vient chercher les shorts, mais c'est timide. Je vois une impulsion, une correction, donc je vois bien une impulsion supplémentaire, tout simplement. Et ça peut être la structure de retournement, d'accord. Toutes les corrections, au départ, ont des gueules de correction et se transforment en structure de retournement. Ok, donc aucun problème avec ça, sinon on n'aura pas le trade. Si on a le trade dans les 95, si on passe au travers, c'est la taille de position qui va importer, c'est-à-dire on va perdre un petit peu de notre capital de trading, mais c'est pas un drame, on l'aura tenté. Et là, pour le coup, pour moi, si jamais... on passe au travers, on se retrouve sous les 90, ça serait plutôt l'idée, d'accord. Si vous êtes investisseur, etc., on parle de trade là, hein, donc je dis pas toucher à rien, mais faites votre sauce aussi avec votre thune. Voilà, je pense qu'on a terminé. Ouais, je pense qu'on a terminé. Excusez-moi pour le côté un peu chaotique, c'est un peu... Des fois, moi, le matin, je suis bien, puis des fois, c'est un peu plus difficile. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, cette vidéo est terminée. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres, et en l'occurrence, la question du jour. Allez, tiens, on va parler des enfants. Quelle est la passion de vos enfants? Est-ce qu'ils ont quelque chose qui les fait kiffer de fou?
si vous en avez. Si vous en avez pas, bah, mettez la passion de vos cousins, cousines, de vos amis, faites ce que vous voulez. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que celle-ci vous aura plu. Mettez un like, même si vous regardez sur la télé, etc. Prenez le temps, c'est vraiment important de le faire. Partagez éventuellement les vidéos et on se retrouve demain pour une nouvelle routine. À très bientôt. Ciao, ciao.